Rénover une passoire thermique pour lui permettre de répondre aux standards passifs est aujourd'hui tout à fait possible. Souvent, l'isolation par l'extérieur s'impose alors comme la solution la plus simple et efficace. Il arrive pourtant qu'elle ne puisse être appliquée, comme dans le cas de certains bâtiments classés dont on ne peut modifier les façades. Mais même dans ces contextes, des solutions existent. Pour comprendre comment le passif peut s'accorder à notre patrimoine bâti, je vous emmène à Saint-Étienne, la ville du design, visiter l'atelier d'architecture Riva, une agence singulière, emplie de l'histoire stéphanoise et réhabilitée en 2012 par le maître des lieux. Un véritable tour de force, vous allez voir. On y va ? Bonjour Julien, on est aujourd'hui devant votre agence d'architecture, un bâtiment que vous avez réhabilité en passif en 2012. C'était quoi ici avant ? Alors nous nous trouvons devant la centrale électrique de Manufrance. Manufrance, qu'est-ce que c'est? C'est une société fondée au 19e siècle par Étienne Limard. C'est un peu l'inventeur de la vente par correspondance. Il fabriquait un peu de tout, des fusils, des machines à écrire, des vélos. La centrale électrique produisait, comme son nom l'indique, de l'électricité sur la partie gauche, à partir de la vapeur qui était faite dans la chaufferie centrale qui se trouve juste ici derrière nous et dans laquelle se trouve mon agence. Je l'ai en effet l'acquisition en 2012 et j'ai voulu en faire un bâtiment passif. À l'époque, on était en présence d'une vraie épave thermique et comme je construisais pour moi-même, c'était une évidence de réhabiliter ce bâtiment avec un label Passive House à la clé. On est dans un édifice classé à l'inventaire des monuments historiques. Tout à fait. Est-ce que c'est courant d'avoir des projets qui sont réhabilités en passif et qui sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques? A priori, non. Effectivement, il est plus simple de faire du passif dans un bâtiment neuf, mais c'est tout à fait possible en rénovation. Ici, c'était mon premier bâtiment passif. J'avais beaucoup de mal à convaincre les maîtres d'ouvrage de réaliser ce type de prestation. On me prenait un peu pour un utopiste et donc on m'expliquait que oui, outre-Rhin, on savait faire, mais en France, c'était un petit peu compliqué, et donc j'avais pas réussi à convaincre de maître d'ouvrage. Ici, c'était une super opportunité, c'était moi le maître d'ouvrage puisque c'était ma propre agence. Néanmoins, avec une inscription à l'inventaire des monuments historiques et les contraintes des architectes des bâtiments de France, effectivement, c'est pas très courant. C'était même, pour être franc, une première mondiale. Donc ça a été quelque chose de compliqué. On a utilisé un peu le concept d'une boîte dans la boîte. On a dû faire une isolation thermique par l'intérieur, ce qui est tout à fait possible en bâtiment passif, même si généralement les bâtiments Passive House sont isolés par l'extérieur parce que c'est plus simple de traiter les ponts thermiques. Ici, pour préserver la façade qui est remarquable, c'était complètement inenvisageable. On a procédé autrement. On y est arrivé, ça n'a pas été si compliqué que ça, il a fallu beaucoup effectivement d'opiniâtreté, mais on ne m'avait pas dit que c'était impossible, donc je l'ai fait. Je crois avoir lu quelque part que quand vous avez racheté l'édifice et que vous aviez pour projet de le réhabiliter en passif, personne ne croyait vraiment dans ce projet. Il me semble avoir même lu que la mairie vous avait dit que vous auriez du mal à en faire ne serait-ce qu'un projet BBC. Pour autant, est-ce que finalement cet existant était un bon candidat pour devenir passif? Effectivement, quand j'ai informé la mairie de ma volonté d'en faire un bâtiment passif, mon interlocuteur a souri et m'a dit: vous savez, monsieur Rivas, c'est une épave thermique, vous aurez du mal à en faire un bâtiment BBC. Néanmoins, j'avais décelé une certaine prédisposition. Le bâtiment était assez compact. Les fenêtres, sur un bâtiment historique, on ne peut pas les modifier, elles étaient plutôt bien orientées et bien placées. On avait une majorité de fenêtres au sud-ouest, on avait une minorité de fenêtres au nord, mais il y en avait un quand même, ce qui nous permet d'avoir un courant d'air traversant pour le confort d'été. Une verrière également qui permettait donc de réguler les apports solaires. Donc toutes ces notions en faisaient un candidat parfait pour en faire un bâtiment passif. Et donc sur ce projet, un des moyens d'isoler, donc ça a été de faire une isolation par l'intérieur. Et pour ça, vous avez travaillé sur un concept de boîte dans la boîte. Vous pourriez nous en dire davantage?
Exactement, Mathieu. Nous avons travaillé sur un concept de boîte dans la boîte. Une ITI, une isolation thermique par l'intérieur, c'est pas très courant en passif. Ici, il y avait plusieurs caractéristiques qui nous permettaient d'atteindre la performance et le label Passive House avec ce principe d'isolation thermique par l'intérieur. Le premier, les dalles qui n'allaient pas jusque dans les murs existants. Lors de la précédente rénovation, l'architecte avait fait le choix d'être complètement désolidarisé. Ainsi, les dalles s'arrêtaient avant le mur. On avait déjà on évitait le pont thermique linéique en périphérie du bâtiment. Deuxième principe, c'est effectivement une boîte dans la boîte avec une double ossature bois, de l'isolation en laine de bois. Côté intérieur, une membrane d'étanchéité à l'air dite intelligente qui laisse passer la vapeur d'eau dans certaines conditions et la restitue dans d'autres. On a une valeur SD qui est variable. Côté extérieur, on a à nouveau une membrane d'étanchéité, mais cette fois-ci, on va dire à l'air, au vent, qui est beaucoup plus respirante. Puis un vide d'air et un mur en pierre d'environ 70 cm d'épaisseur. J'ai souvent coutume de dire qu'on est dans une maison à ossature bois avec un bardage qui fait 70 cm d'épaisseur et qui est en pierre et qui a la particularité de supporter le toit. Tout ça pour dire effectivement ce volume isolant dans la boîte nous permet d'être très isolé. On perd un petit peu en inertie, mais on a atteint la performance passive grâce à ce système. Si vous voulez, Mathieu, je peux vous montrer aussi toute la difficulté d'implanter les fenêtres dans un contexte d'exigence de l'architecte des bâtiments de France. Avec plaisir, on va voir. Ici, on voit bien la particularité et l'importance d'un vitrage pour un bâtiment passif. On est le 22 novembre, on a beaucoup de soleil, et donc le vitrage, triple vitrage, nous permet d'emmagasiner de la chaleur. Ici, une spécificité, on voit bien le triple vitrage ici, c'est là où on a dû le positionner. Idéalement, dans un bâtiment passif, on essaye d'aligner le triple vitrage avec l'isolant, de manière à avoir une enveloppe continue. Ici, pour garder le même look, le même aspect, l'architecte des bâtiments de France souhaitait à juste titre qu'on positionne le vitrage avec le même extrait d'eau. Donc, nous l'avons positionné à ce niveau-là. Sur cette partie-là, on a notre double ossature bois avec de l'isolation. Et ici, on est en recouvrement du mur en pierre. Donc, il nous a fallu particulièrement bien travailler cette partie avec de l'isolation et éviter d'avoir un pont thermique trop marqué. Si nous avions omis cette isolation, le besoin de chauffage du bâtiment aurait gagné 25%. C'est énorme. Sur un seul pont thermique répliqué à toutes les fenêtres, cela tient au fait que sur un bâtiment passif, comme chaque détail est particulièrement bien traité, quelque chose qui peut paraître habituellement anodin prend ici beaucoup d'importance, vu que tout a été particulièrement travaillé. Ce détail étant été particulièrement bien conçu, le bâtiment a pu atteindre la performance passive que nous souhaitions et ne pose pas de difficultés particulières. Mais c'était un des challenges à relever sur ce bâtiment. Julien, pour conclure, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler des performances globales de ce bâtiment? Le bâtiment est donc labellisé Passive House 9 et non Enerfit, puisque la catégorie n'existait pas en 2012. On a fait le choix d'installer un monitoring sur ce bâtiment, monitoring donc on suit de près depuis maintenant 11 ans. Le bâtiment respecte tout à fait ses performances prévues au PHPP, voire les surpasse même un petit peu. Une raison à cela, c'est qu'on a plutôt des hivers un petit peu plus cléments que par le passé depuis 11 ans. Bon, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, parce que c'est plutôt une manifestation du réchauffement climatique, mais voilà, le bâtiment consomme autour de 13 kWh par mètre carré par an. Cette consommation tend aussi à baisser parce qu'on a plus de salariés, on s'est développé, donc plus d'apports internes, donc les données ont un petit peu changé par rapport au PHPP de base du calcul initial. En termes de facture énergétique, on était autour de 400-450 €
par an pour le chauffage de l'ensemble du bâtiment avant la hausse des énergies. Avec l'augmentation du coût de l'énergie, on est peut-être aujourd'hui, alors j'ai pas, donc je regarde exactement, mais on doit être autour de 7 à 800 euros. Donc on a une facture énergétique qui a presque doublé, mais une consommation qui allait un petit peu décrescendo. On a un élément de comparaison, c'est notre voisin à côté qui n'est pas du tout passif, qui est peu isolé et qui l'année dernière était à 18 000 euros par an de besoin de chauffage. Donc, effectivement, c'est beaucoup. En tout cas, ce qui à mon sens est assez intéressant, c'est outre l'économie d'énergie, c'est le fait que sur ce bâtiment, on n'ait pas eu à faire de compromis. C'est-à-dire qu'on a pu sauvegarder l'architecture, ce qui est quand même l'intérêt premier d'un architecte, tout en alliant cette architecture à la performance passive. Quelque part, notre intervention a permis de ne pas rendre un bâtiment comme celui-ci obsolète et de pouvoir continuer à lui permettre d'être exploité avec un confort optimal et des performances de premier ordre. Merci Julien.